Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur les bords de Seine grâce à Guy de Maupassant. Pour ceux qui ne savent pas, Maupassant a connu une carrière littéraire relativement courte, 1880-1890 environ. Sur cette période, il publie plus de 300 contes et nouvelles. Une partie de campagne est peut-être l'une des plus célèbres d'entre elles, grâce au cinéma et le film de genre noir de 1936 peut-être, grâce aussi à d'autres adaptations pour la télévision plus récentes. Aussi peut-être grâce aux peintres de cette fin du XIXe siècle qui ont plus d'une fois figuré sur leurs toiles des canotiers sur leur yole et les gens qui peuplaient les guinguettes de ces bords de Marne et de Seine. Maupassant était un sportif accompli, très fort aux avirons. Je vous dis ça parce que je pense que cette nouvelle n'est pas issue seulement de son imagination, mais également elle vient de ses mains et des ampoules qu'il a dû récolter à force de tirer sur les avirons pendant des heures, jour et nuit, les week-ends, peut-être pour se soulager de son emploi dans les ministères qui l'assommaient profondément. Donc il connaît bien ce milieu des canotiers, il connaît bien cette nature de cet ouest parisien qui n'était pas encore une banlieue, Beson, Argenteuil, par là, ces bords de Seine, et il connaît bien les gens qui peuplent ces guinguettes. Voilà. Alors je vous propose de vous emmener pour ce dimanche à la campagne. A tout de suite. On avait projeté depuis 5 mois d'aller déjeuner aux environs de Paris, le jour de la fête de Madame Dufour, qui s'appelait Pétronille. Aussi, comme on avait attendu cette partie impatiemment, s'était-on levé de fort bonne heure ce matin-là. Monsieur Dufour, ayant emprunté la voiture du laitier, conduisait lui-même. La carriole à 2 roues était fort propre. Elle avait un toit supporté par 4 montants de fer où s'attachaient des rideaux qu'on avait relevés pour voir le paysage. Celui de derrière, seul, flottait au vent comme un drapeau. La femme, à côté de son époux, s'épanouissait dans une robe de soie cerise extraordinaire. Ensuite, sur 2 chaises se tenaient une vieille grand-mère et une jeune fille. On apercevait encore la chevelure jaune d'un garçon qui, faute de siège, s'était étendu tout au fond et dont la tête seule apparaissait. Après avoir suivi l'avenue des Champs-Élysées et franchi les fortifications à la Porte-Maillot, on s'était mis à regarder la contrée. En arrivant au pont de Neuilly, M. Dufour avait dit « Voici la campagne, enfin !» Et sa femme, à ce signal, s'était attendrie sur la nature. Au rond-point de Courbevoie, une admiration les avait saisis devant l'éloignement des horizons. À droite, là-bas, c'était Argenteuil, dont le clocher se dressait. Au-dessus apparaissaient les buttes de Sannois et le moulin d'Orgemont. À gauche, l'aqueduc de Marly se dessinait sur le ciel clair du matin, et l'on apercevait aussi, de loin, la terrasse de Saint-Germain. Tandis qu'en face, au bout d'une chaîne de collines, des terres remuées indiquaient le nouveau fort de Cormeilles. Tout au fond, dans un reculement formidable, par-dessus des plaines et des villages, on entrevoyait une sombre verdure de forêt. Le soleil commençait à brûler les visages. La poussière emplissait les yeux continuellement et des 2 côtés de la route se développait une campagne interminablement nue, sale et puante. On eût dit qu'une lèpre l'avait ravagée, qui rongeait jusqu'aux maisons, car des squelettes de bâtiments défoncés et abandonnés, ou bien des petites cabanes inachevées, faute de paiement aux entrepreneurs, tendaient leurs 4 murs sans toit. De loin en loin, poussaient dans le sol stérile de longues cheminées de fabriques, seule végétation de ces champs putrides où la brise du printemps promenait un parfum de pétrole et de schiste, mêlé à une autre odeur, moins agréable encore. Enfin, on avait traversé la Seine une seconde fois, et sur le pont, ça avait été un ravissement. La rivière éclatait de lumière. Une buée s'en élevait, pompée par le soleil, et l'on éprouvait une quiétude douce, un rafraîchissement bienfaisant à respirer enfin un air plus pur, qui n'avait point balayé la fumée noire des usines ou les miasmes des dépotoirs. Un homme qui passait avait nommé le pays Beson. La voiture s'arrêta, et M. Dufour se mit à lire l'enseigne engageante d'une gargote, restaurant poulain, matelotes et fritures, cabinet de société, bosquets et balançoires.
Eh bien, Madame Dufour, cela te va-t-il? Te décideras-tu à la fin? La femme lut à son tour: restaurant Poulain, matelote et friture, cabinet de société, bosquets et balançoires. Et puis elle regarda la maison longuement. C'était une auberge de campagne, blanche, plantée au bord de la route. Elle montrait par la porte ouverte le zinc brillant du comptoir devant lequel se tenaient deux ouvriers endimanchés. À la fin, Madame Dufour se décida. Oui, c'est bien, dit-elle. Et puis, il y a de la vue. La voiture entra dans un vaste terrain planté de grands arbres qui s'étendaient derrière l'auberge et qui n'était séparé de la Seine que par le chemin de halage. Alors on descendit. Le mari sauta le premier, puis ouvrit les bras pour recevoir sa femme. Le marchepied, tenu par deux branches de fer, était très loin, de sorte que, pour l'atteindre, Madame Dufour dut laisser voir le bas d'une jambe dont la finesse primitive disparaissait à présent sous un envahissement de graisse tombant des cuisses. Monsieur Dufour, que la campagne émoustillait déjà, lui pinça vivement le mollet, puis, la prenant sous les bras, la déposa lourdement à terre comme un énorme paquet. Elle tapa avec la main sa robe de soie pour en faire tomber la poussière, puis regarda l'endroit où elle se trouvait. C'était une femme de 36 ans environ, forte en chair, épanouie et réjouissante à voir. Elle respirait avec peine, étranglée violemment par l'étreinte de son corset trop serré, et la pression de cette machine rejetait jusque dans son double menton la masse fluctuante de sa poitrine surabondante. La jeune fille, ensuite, posant la main sur l'épaule de son père, sauta légèrement toute seule. Le garçon aux cheveux jaunes était descendu en mettant un pied sur la roue, et il aida M. Dufour à décharger la grand-mère. Alors on détela le cheval qui fut attaché à un arbre, et la voiture tomba sur le nez, les deux brancards à terre. Les hommes ayant retiré leurs redingotes se lavèrent les mains dans un seau d'eau, puis rejoignirent leurs dames installées déjà sur les escarpolettes. Mademoiselle Dufour essayait de se balancer debout toute seule, sans parvenir à se donner un élan suffisant. C'était une belle fille de 18 à 20 ans, une de ces femmes dont la rencontre dans la rue vous fouette d'un désir subit et vous laisse jusqu'à la nuit une inquiétude vague et un soulèvement des sens. Grande, mince de taille et large des hanches, elle avait la peau très brune, les yeux très grands, les cheveux très noirs. Sa robe dessinait nettement les plénitudes fermes de sa chair qu'accentuaient encore les efforts des reins qu'elle faisait pour s'enlever. Ses bras tendus tenaient les cordes au-dessus de sa tête de sorte que sa poitrine se dressait, sans une secousse, à chaque impulsion qu'elle donnait. Son chapeau, emporté par un coup de vent, était tombé derrière elle, et l'escarpolette peu à peu se lançait, montrant à chaque retour ses jambes fines jusqu'aux genoux, et jetant à la figure des deux hommes qui la regardaient en riant l'air de ses jupes, plus capiteux que les vapeurs du vin. Assise sur l'autre balançoire, Madame Dufour gémissait d'une façon monotone et continue. « Cyprien, viens me pousser! Viens donc me pousser, Cyprien !» À la fin, il y alla, et ayant retroussé les manches de sa chemise comme avant d'entreprendre un travail, il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie. Cramponnée aux cordes, elle tenait ses jambes droites pour ne point rencontrer le sol, et elle jouissait d'être étourdie par le va-et-vient de la machine. Ses formes secouées tremblotaient continuellement comme de la gelée sur un plat. Mais comme les élans grandissaient, elle fut prise de vertige et de peur. À chaque descente, elle poussait un cri perçant qui faisait accourir tous les gamins du pays. Et là-bas, devant elle, au-dessus de la haie du jardin, elle apercevait vaguement une vague de têtes polissonnes que des rires faisaient grimacer diversement. Une servante étant venue, on commanda le déjeuner. Une friture de Seine, un lapin sauté, une salade et du dessert, articula Madame Dufour d'un air important. Vous apporterez 2 litres et une bouteille de Bordeaux, dit son mari. Nous dînerons sur l'herbe, ajouta la jeune fille. La grand-mère, prise de tendresse à la vue du chat de la maison,
le poursuivait depuis 10 minutes en lui prodiguant inutilement les plus douces appellations. L'animal, intérieurement flatté sans doute de cette attention, se tenait toujours près de la main de la bonne femme, sans se laisser atteindre cependant, et faisait tranquillement le tour des arbres contre lesquels il se frottait, la queue dressée, avec un petit ronron de plaisir. « Bah tiens !» cria tout à coup le jeune homme aux cheveux jaunes qui furetait dans le terrain. « Oh bah en v'là des bateaux qui sont chouettes !» On alla voir. Sous un petit hangar en bois étaient suspendues 2 superbes yoles de canotier, fines et travaillées comme des meubles de luxe. Elles reposaient côte à côte, pareilles à 2 grandes filles minces, en leur longueur étroite et reluisante, et donnaient envie de filer sur l'eau par les belles soirées douces ou les claires matinées d'été, de raser les berges fleuries où les arbres entiers trempent leurs branches dans l'eau, où tremblote l'éternel frisson des roseaux, et d'où s'envolent, comme des éclairs bleus, de rapides martins pêcheurs. Toute la famille, avec respect, les contemplait. « Ah ben oui, ça c'est chouette !» répéta gravement M. Dufour. Et il les détaillait en connaisseur. Il avait canoté, lui aussi, dans son jeune temps, disait-il. Et voire même qu'avec ça dans la main, et il faisait le geste de tirer sur les avirons, ah ben il se fichait bien de tout le monde. Il avait rossé en course plus d'un Anglais, jadis à Joinville. Et il plaisanta sur le mot « dame », dont on désigne les 2 montants qui retiennent les avirons, disant que les canotiers, et pour cause, ne sortaient jamais sans leur dame. Il s'échauffait en pérorant et proposait obstinément de parier qu'avec un bateau comme ça, il ferait du 6 lieues à l'heure, sans se presser. « C'est prêt », dit la servante qui apparut à l'entrée. On se précipita, mais voilà qu'à la meilleure place, quand son esprit Madame Dufour avait choisi pour s'installer, 2 jeunes gens déjeunaient déjà. C'étaient les propriétaires des yoles, sans doute, car ils portaient le costume des canotiers. Ils étaient étendus sur des chaises, presque couchés. Ils avaient la face noircie par le soleil et la poitrine seulement couverte d'un mince maillot de coton blanc qui laissait passer leurs bras nus, robustes comme ceux des forgerons. C'étaient 2 solides gaillards, posant beaucoup pour la vigueur, mais qui montraient en tous leurs mouvements cette grâce élastique des membres qu'on inquiert par l'exercice, si différente de la déformation qu'imprime à l'ouvrier l'effort pénible, toujours le même. Ils échangèrent rapidement un sourire en voyant la mère, puis un regard en apercevant la jeune fille. « Donnons notre place, » dit l'un. « Ça nous fera faire connaissance. » L'autre aussitôt se leva et, tenant à la main sa toque mi-partie rouge, mi-partie noire, il offrit chevaleresquement de céder aux dames le seul endroit du jardin où il ne tomba point le soleil. On accepta en se confondant en excuses, et pour que ce fût plus champêtre, la famille s'installa sur l'herbe sans table ni siège. Les 2 jeunes gens portèrent leur couvert quelques pas plus loin et se remirent à manger. Leurs bras nus, qu'ils montraient sans cesse, gênaient un peu la jeune fille. Elle affectait même de tourner la tête et de ne point les remarquer. Tandis que Madame Dufour, plus hardie, sollicitée par une curiosité féminine qui était peut-être du désir, les regardait à tout moment, les comparant sans doute avec regret aux laideurs secrètes de son mari. Elle s'était éboulée sur l'herbe, les jambes pliées à la façon des tailleurs, et elle se trémoussait continuellement sous prétexte que des fourmis lui étaient entrées quelque part. Monsieur Dufour, rendu maussade par la présence et l'amabilité des étrangers, cherchait une position commode qu'il ne trouva pas du reste, et le jeune homme aux cheveux jaunes mangeait silencieusement comme un ogre. « Un bien beau temps, monsieur !» dit la grosse dame à l'un des canotiers. Elle voulait être aimable à cause de la place qu'ils avaient cédée. « Ah oui, madame, répondit-il. Venez-vous souvent à la campagne ? » « Oh, 1 ou 2 fois par an seulement, pour prendre l'air. »
Et vous, monsieur ? Ah, j'y viens coucher tous les soirs. Ah, ça doit être bien agréable. Oui, certainement, madame. Et il raconta sa vie de chaque jour, poétiquement, de façon à faire vibrer dans le cœur de ces bourgeois privés d'herbe et affamés de promenades aux champs, cet amour bête de la nature qui les hante toute l'année derrière le comptoir de leur boutique. La jeune fille, émue, leva les yeux et regarda le canotier. Monsieur Dufour parla pour la première fois. Ah bah ça c'est une vie, dit-il. Il ajouta encore un peu de lapin, ma bonne ? Non, non, merci mon ami. Elle se tourna de nouveau vers les jeunes gens et, montrant leurs bras, dites, vous n'avez jamais froid comme ça ? Ils se mirent à rire tous les deux, et ils épouvantèrent la famille par le récit de leurs fatigues prodigieuses, de leurs bains pris en sueur, de leurs courses dans le brouillard des nuits, et ils tapèrent violemment sur leur poitrine pour montrer quel son ça rendait. « Ah bah vous avez l'air solide », dit le mari, qui ne parlait plus du temps où il rossait les Anglais. La jeune fille les examinait de côté maintenant. Et le garçon aux cheveux jaunes, ayant bu de travers, toussa éperdument, arrosant la robe en soie cerise de la patronne qui se fâcha et fit apporter de l'eau pour laver les taches. Cependant, la température devenait terrible. Le fleuve étincelant semblait un foyer de chaleur, et les fumées du vin troublaient les têtes. Monsieur Dufour, que secouait un hoquet violent, avait déboutonné son gilet et le haut de son pantalon, tandis que sa femme, prise de suffocation, dégrafait sa robe peu à peu. L'apprenti balançait d'un air gai sa tignasse de lin et se versait à boire coup sur coup. La grand-mère, se sentant grise, se tenait fort raide et fort digne. Quant à la jeune fille, elle ne laissait rien paraître. Son œil seul s'allumait vaguement, et sa peau très brune se colorait aux joues d'une teinte plus rose. Le café les acheva. On parla de chanter, et chacun dit son couplet que les autres applaudirent avec frénésie. Puis on se leva difficilement, et pendant que les deux femmes, étourdies, respiraient, les deux hommes, tout à fait pochards, faisaient de la gymnastique. Lourds, flasques et la figure écarlate, ils se pendaient gauchement aux anneaux sans parvenir à s'enlever, et leurs chemises menaçaient continuellement d'évacuer leurs pantalons pour battre au vent comme des étendards. Cependant, les canotiers avaient mis leur yole à l'eau, et ils revenaient avec politesse proposer aux dames une promenade sur la rivière. « Monsieur Dufour, veux-tu ? Oh, je t'en prie !» cria sa femme. Il la regarda d'un air d'ivrogne, sans comprendre. Alors un canotier s'approcha, 2 lignes de pêcheurs à la main. L'espérance de prendre du goujon, cet idéal des boutiquiers, alluma les yeux mornes du bonhomme qui permit tout ce qu'on voulut, et s'installa à l'ombre, sous le pont, les pieds ballants au-dessus du fleuve, à côté du jeune homme aux cheveux jaunes qui s'endormit auprès de lui. Un des canotiers se dévoua, il prit la mer.